Oui, c'est bien. Excellent. On peut zoomer un peu, hein, ça va? Ça va, hein? Assieds-toi là. Bien, je suis vraiment très heureux et honoré que Michel Pierre-Louis et Eva Joly aient accepté d'intervenir en clôture de ce colloque. Comment dire, je les connais maintenant depuis quelque temps, mais je les respectais, je les avais connus par leurs actions avant de les connaître personnellement. Et ce sont deux personnalités très importantes de l'action pour le développement et pour la culture. Michel, au niveau de Haïti, mais Haïti est un symbole international. Haïti est un pays qui a une dimension internationale depuis sa création comme pays. C'est le symbole de la liberté des esclaves, donc de tous les êtres humains. C'est la... Je dis, puisque j'enseigne aux États-Unis, je dis souvent que dans la première partie du XIXe siècle, Haïti était la seule république dont les habitants étaient tous libres. Puisque les États-Unis, la France n'était plus une république, et les États-Unis avaient encore des esclaves. Et ça, il faut le présenter comme cela, parce que ça montre un peu ce que représente Haïti pour l'humanité. Et Haïti l'a payé très cher, et nous, la France, lui avons fait payer très cher, les États-Unis aussi. Et donc, je pense que, voilà, quand on pense en Haïti, il y a une histoire partagée. Ce sont nos cousins, les Haïtiens, les cousins que la Révolution française a unis et ensuite séparés. Et donc, on est vraiment très heureux que Michel, qui est à la tête vraiment de la fondation pour la culture et l'éducation la plus importante du pays, et qui est resté debout à travers aussi bien d'ailleurs les différentes crises politiques et les évolutions politiques très diverses que le pays connaît, qu'à travers les drames humanitaires qu'ont provoqué aussi bien le tremblement de terre que les épidémies, etc. Et c'est un pôle de référence. Michel a aussi été Premier ministre du président Préval, donc elle a aussi une expérience de la politique et pas simplement de l'action culturelle et éducative. Et donc, à ce double titre, je pense qu'elle était tout à fait... elle était la personne la meilleure, je suis fatigué, je ne trouve plus mes mots, pour intervenir en cette fin de colloque. Et je la remercie vraiment. Donc, Michel, je vous donne la parole. Merci beaucoup Patrick pour ces mots d'introduction. Et je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Je remercie Patrick et Jérémy Lachalle et l'ambassadeur Christian Conan aussi, que j'ai eu le bonheur de revoir en Haïti avec vous dernièrement, et toute l'équipe de Bibliothèques sans frontières de m'avoir invité à cette importante conférence sur l'urgence de lire. L'idée de mettre la lecture, les livres, au cœur de l'humanitaire vient combler un vide qui n'a que trop persisté dans le temps, en ignorant une dimension absolument importante de toute vie humaine, la vie de l'esprit, celle qui se fait penser. Ça me fait penser à ce que disait M. Derivoire ce matin en faisant référence à un jeune enfant à qui il demandait « Mais comment est-ce que tu vas t'en sortir ?» Et il dit « Je vais penser. » Donc, la vie de l'esprit, celle qui se fait penser, celle qui se fait frayage et qui appelle au dépassement de la dureté des situations de crise, celle qui permet de transcender, de retrouver le chemin du rapport au monde, celle qui place l'altérité au cœur du rapport aux autres. Et comment le faire sans les livres? Mobiliser les consciences sur le rôle des livres
et de la lecture dans les situations désespérées, les catastrophes humaines ou naturelles, les conflits en tout genre, je crois y avoir personnellement cru depuis très longtemps et l'avoir expérimenté à une échelle bien modeste, je l'avoue, mais néanmoins porteuse d'espérance. Vivre en Haïti, c'est d'une certaine manière vivre dans l'urgence. Didier, vous le savez aussi bien que moi. C'est faire l'expérience quotidienne de l'insécurité, de l'insalubrité, de la précarité, la vôtre et celle des autres. C'est laisser chez soi le matin sans avoir la certitude qu'on y sera de retour le soir. C'est donc se donner un autre rapport au temps. Et lorsqu'on en a pleinement conscience, cette manière de vivre porte à aller à l'essentiel, à se délester des choses inutiles qui encombrent et donner de l'importance à ceux qui contribuent à l'émancipation, à la liberté de penser, à la formation du jugement critique et à adopter ainsi un mode de vie inconcevable sans les livres, pour soi et pour les autres. Dans un très bel essai, Le don des morts, Daniel Salnave nous le dit avec force, je cite, « Il suffirait d'un livre, un livre qui passe entre les mains, ses pages blanches renvoient la lumière, un livre qui passe de main en main, et les voix se font entendre, et soudain tout nous est rendu invisiblement, dans l'éternel, dans l'impérissable beauté des songes. Il n'y faudrait qu'un livre. » Fin de citation. Je n'ai pas la prétention de dire, comme Jean-Paul Sartre dans Les mots, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres, mais j'ai eu le bonheur de naître dans une famille où les livres comptaient, voire même étaient vénérés. Mon père, directeur du lycée de la ville de province où je suis né, à Jérémie, en Haïti, plus bel endroit du pays, était professeur de grec, de latin et de littérature, matière apprise alors qu'il n'avait jamais laissé le pays. Dans cet Haïti paradoxal qui, à l'époque, affichait déjà un taux d'analphabétisme de 80%, lire était déjà un immense privilège. Et cette situation quasi exceptionnelle nous était rappelée à chaque tournant. Je crois encore entendre les injonctions de mon père. Nous sommes un petit pays accablé de tous les maux. Meublez-vous l'esprit. C'est la seule condition pour garder notre dignité. Lisez. Ce sera aussi le moyen, le seul pour vous de voyager, d'apprendre l'histoire du pays, de connaître le monde et de sortir de notre insularité. Je l'ai pris au mot, mon père. J'ai appris très tôt l'urgence de lire et je l'ai faite mienne. Étudiante aux États-Unis dans les années 70, c'est au New York Public Library que j'ai voulu travailler pour me payer mes études. Et lorsque j'ai obtenu l'emploi, j'ai d'abord été assignée au Library for the Performing Arts, la librairie pour les arts au Lincoln Center. Dans mes heures libres, je dévorais tout ce que je pouvais apprendre sur l'histoire de la musique, de la danse, du théâtre, sur les auteurs, leur vie, leurs œuvres. 2 ans après, j'ai été transférée à la grande bibliothèque publique de la 42e rue et de la 5e avenue. Et là, ce n'était pas seulement l'urgence, mais l'ivresse de lire, pendant 6 ans avant mon retour au pays. J'ai longtemps hésité à vous parler de moi, mais j'ai pensé qu'il était peut-être nécessaire d'établir ainsi un fil conducteur qui va mener aux actions que je serai appelée à engager plus tard lorsque j'ai eu la chance de rencontrer George Soros, et le père d'Alexandre, et qu'il m'a confié la tâche de créer et de diriger en Haïti une fondation, la Fondation Connaissance et Liberté, FOCAL, dont l'un des buts est de promouvoir l'éducation, la culture et les valeurs d'une société démocratique. Mes collègues et moi avons choisi de mettre en œuvre un programme de bibliothèque de proximité à Port-au-Prince et dans les régions reculées du pays pour donner accès aux livres et à la lecture. Et plus récemment, Première ministre d'Haïti, je m'étais engagée avec mon ministre de la Culture à créer
ce qu'on a appelé des éclats, espaces de culture, de lecture et d'animation dans les lycées publics du pays. Nous en avions créé à peu près 5 ou 6 avant que je ne laisse le gouvernement. Nous devions en créer plus de 200. Mais quelques années auparavant, j'avais vécu des expériences qui m'avaient profondément marqué. Tout un concours de circonstances m'avait porté, en effet, à alphabétiser un groupe de paysans du plateau central, chez Frère Armand, et j'eus un jour une idée fort audacieuse, celle de leur parler philosophie. Et je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant de leur expliquer l'allégorie de la cave du livre 7 de la République de Platon. Aujourd'hui encore, je vois leur regard, avide, j'entends leur silence respectueux lorsque je conclus par les paroles de Socrate à Glaucon. Chacun possède la faculté d'apprendre et l'organe destiné à cet usage est semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner qu'avec le corps tout entier des ténèbres vers la lumière. Cet organe doit aussi se détourner avec l'âme tout entière de ce qui naît, jusqu'à ce qu'il devienne capable de supporter la vue de l'être et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être. Et cela, nous appelons le bien, n'est-ce pas? Oui, répond Glaucon. Et Socrate de continuer. L'éducation est donc l'art qui se propose ce but, la conversion de l'âme, et qui recherche les moyens les plus aisés et les plus efficaces de l'opérer. Elle ne consiste pas à donner la vue à l'organe de l'âme, puisqu'il l'a déjà, mais comme il est mal tourné et ne regarde pas où il faudrait, elle s'efforce de l'amener dans la bonne direction. Et je traduisais en créole. Et puis les réactions éclairantes sur eux-mêmes, sur leur propre vie d'exclus. N'est-elle pas semblable, cette vie, à celle de ceux qui, enfermés dans la caverne, enchaînés les uns aux autres, sont condamnés à ne voir que des ombres? Comment sortir des ténèbres et accéder à la lumière? Ils en redemandaient. Après Platon, j'ai osé aborder le sapere aude de Kant et le cogito de Descartes. Et toujours les mêmes interrogations sur eux-mêmes, sur le temps, sur ces paroles de philosophes écrites et dites depuis des millénaires, pour certaines, des siècles pour d'autres, et qui, chez ces hommes et femmes laissés pour compte, trouvaient une résonance et provoquaient un déclic. En finale, j'entends encore le verdict d'un vieux paysan. Vous savez, Madame Michel, savoir lire et écrire aurait changé notre vie, notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Comment, forte de cette expérience, et d'autres aussi, ne pas continuer à s'engager dans cette voie? Lire, faire lire, dans l'urgence. En effet, en 1992, nous sommes en plein coup d'État. La répression militaire fait rage dans les quartiers populaires surtout. Les jeunes surtout sont ciblés, ces demandeurs de démocratie, d'égalité et de justice. Par un concours de circonstances, encore un, je suis appelé à travailler avec un groupe de jeunes dans un quartier défavorisé de Port-au-Prince. Ils n'en sont qu'une quinzaine, de 18 à 25 ans, mais ils rayonnent dans leur quartier. Et tandis que des rafales d'armes automatiques se font entendre tous les jours à quelque distance du lieu de nos rencontres, que des cadavres jonchent les rues à quelques mètres de là, ces jeunes disent vouloir créer un club de lecture et une bibliothèque. Comme par hasard, une idée surprenante que j'accueille avec joie. Alors on se met au travail, les questions se succèdent. Qu'est-ce qu'une bibliothèque pour ceux qui n'ont pas de livres et qui n'ont pas l'habitude de lire, qui n'ont pas accès aux livres? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire d'avoir une bibliothèque dans ce quartier en ces temps mortifères? Qui lit ici aujourd'hui? Quel type de livre? Vous, les jeunes qui voulez une bibliothèque et un club de lecture, lisez-vous? Que lisez-vous? Où? À quel moment de la journée, puisqu'il n'y a pas d'électricité dans les maisons pour lire le soir? Pourquoi une bibliothèque? Est-ce un simple effet de mode? Autant de questions qui ont fait débat. Mais lorsqu'ils ont confessé avoir eux-mêmes peu lu et ont tous été scolarisés dans des écoles de qualité plutôt médiocre,
je décidai de travailler des textes avec eux. Et on s'est mis à lire, ensemble, à haute voix, à déchiffrer des mots, dictionnaire en main, à comprendre, à faire sens, avec un sens de l'urgence. Il fallait faire vite, comme si le temps était compté et qu'il fallait profiter de l'instant. Nous étions en 1992. Jacques Attali venait de publier 1492. Nous nous sentions concernés. 500 ans de conquête, de colonisation, d'esclavage, de révolution, d'émancipation. Nous lisions tous les jours, dimanche compris, jour de l'an compris. Et les jeunes apprenaient, discutaient, s'enthousiasmaient, faisaient des relations avec notre propre histoire, ce dont vient de rappeler Patrick. C'était sérieux. D'ailleurs, trop sérieux pour ces jeunes qui croyaient que lire ne pouvait se faire qu'avec des livres sérieux. Il fallait donc démystifier les idées toutes faites sur le roman, sur la littérature. Et je me rappelle ce qu'a dit hier Alexandre sur la littérature en citant Proust. Moi, je vais encore citer Daniel Salnave, qui, dans la première des 11 propositions en hommage à Paul Ricoeur, en hommage à Temps et récits de Paul Ricoeur, publié dans la revue Esprit, disait ceci. « Nul ne lirait de livre, nul n'en écrirait s'il n'était animé de cette double certitude en apparence contradictoire. Que la littérature l'arrache au monde, que la littérature lui assure une prise sur le monde. En d'autres termes, que si elle suspend ce monde-ci ou l'annule, c'est pour lui substituer un monde absolument vrai, plus vrai que le monde réel. » Fin de citation. Et pour ne pas dépayser ces jeunes, je leur proposais toute une série de livres, y compris des livres des romanciers haïtiens. Et puis, ils choisirent la série des Rougon-Macquart de Zola, en commençant par La fortune de Rougon. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle fait le récit du coup d'État de 1851 en France. Et nous étions en plein coup d'État. Et puis, naturellement, pour retrouver quelques repères, nous lûmes aussi Jean Métellus, Lionel Trouillot, des poètes, romanciers, essayistes, linguistes d'origine haïtienne aussi, d'origine haïtienne qui vivent en France ou d'origine haïtienne, haïtiens vivant en Haïti, pour que s'incarne quelque peu la double certitude évoquée par Daniel Salnave. Et lorsqu'après une année de lecture et de discussion dans ce temps mort d'une dictature militaire sans grandeur, je fus invité au Japon pour recevoir un prix pour mon engagement dans l'éducation et l'alphabétisation. Je décidai d'investir les fonds qui m'avaient été accordés dans la création d'une petite bibliothèque de quartier, dans ce quartier en déshérence, avec un fonds de livres de 300 titres offerts en don par des amis de la place. Pour eux, pour ces jeunes qui avaient eu jusque-là la ténacité d'aller au bout d'un rêve, l'expérience ne s'arrêtait pas là. Il fallait faire de ce petit espace un lieu de rencontre, une passerelle vers les autres, auteurs, poètes, journalistes, féministes, éducateurs, artistes, qui autrement n'auraient jamais eu l'occasion de dialoguer avec les jeunes de ce quartier, de leur parler de leur métier, de leur création, de leur vie, et aussi d'apprendre d'eux lors de séances tenues le plus souvent le soir à la lueur d'une bougie. Ce brassage social et culturel deviendra aussi une constante lorsque l'année d'après, j'eus l'occasion, comme je l'ai dit plus haut, de créer FOCAL, la Fondation Connaissance et Liberté, de mettre en œuvre dans tout le pays un réseau de petites bibliothèques communautaires de proximité gérées par des jeunes et de créer ainsi des passerelles entre différents secteurs de la société qui ont si peu l'occasion de se rencontrer. Il fallait donner accès aux livres, à l'information, à la culture. Il fallait former, apprendre à gérer, à conserver, à animer, démocratiser l'accès du livre, faire de ces espaces des lieux fédérateurs, des lieux inclusifs, puisque même ceux qui ne savaient pas lire pouvaient y trouver leur compte, ou en plus justement de l'accès aux livres, tout pouvait y faire objet de débat. La citoyenneté, les élections, l'équité de genre, la drogue, la sexualité, l'histoire, le cinéma, etc. En 15 ans, nous avons créé tout un réseau de petites bibliothèques communautaires dans les régions les plus reculées du pays, grâce à une collaboration avec une fondation française spécialisée dans l'énergie solaire, la Fondation Énergie pour le Monde, FONDEM, qui nous a été présentée par une association française qui nous soutient ici, qui soutient nos actions. Nous avons pu équiper une bonne vingtaine de ces bibliothèques
de générateurs photovoltaïques qui, en produisant de l'électricité dans des zones qui en sont entièrement privées, ont permis aux bibliothèques de devenir des centres culturels très fréquentés. L'éclairage de nuit, l'accès à l'informatique, à l'Internet, à l'audiovisuel ont pu dès lors être possibles. Les nouvelles technologies ont permis de sortir de l'isolement, de connecter, de communiquer. Les Haïtiens ont presque tous des parents à l'étranger. Rejoindre la diaspora pour toutes sortes de raisons a été essentiel dès lors que la connexion à l'Internet a été possible. Mais il a été extrêmement difficile, voire même impossible à certains égards, de convaincre les bailleurs de l'importance des bibliothèques. Je suis très contente qu'il y ait eu ici quelqu'un de la Fondation Gates, parce que lorsqu'ils ont lancé leur programme sur les Young Leaders, Innovation in Education, il se trouve qu'un de nos jeunes animateurs de la bibliothèque Afokal a obtenu ce prix et était donc à Rotterdam la semaine dernière à une grande rencontre organisée par la Fondation Gates. Et je ne peux me réjouir lorsque nos jeunes bénéficient de ce genre d'avantages. Mais extrêmement difficile de convaincre les bailleurs. Tout se passait comme si les programmes d'aide envers Haïti ne pouvaient relever que d'un humanitaire basique pour n'assouvir que les besoins primaires de la population. Je n'ai rien contre, mais c'est toute une vision réductrice des pays pauvres qui s'est ainsi construite au fil du temps et qui perdure encore. C'est ce qui a fait dire à un jeune qui s'est écrié lors d'une formation que nous avions en province, près de Tigouave, une formation de technicien en bibliothèque. Pourquoi les bailleurs pensent-ils que nous n'avons besoin que de riz et de maïs? Pourquoi refusent-ils de financer les bibliothèques? Nous ne sommes pas que des tubes digestifs. Nous avons aussi besoin de nourriture de l'esprit. Fort heureusement, l'Open Society de George Soros y a cru et a continué à soutenir nos efforts dans ce domaine et nous a même permis de construire un centre culturel à Port-au-Prince qui se trouve être aujourd'hui l'une des rares institutions qui a été épargnée par le séisme. La bibliothèque de ce centre culturel reçoit près d'1 millier de jeunes par jour et compte près de 30 000 membres. Pour Port-au-Prince, c'est considérable. Dans la région métropolitaine, 2 de nos petites bibliothèques ont été détruites et nous sommes très reconnaissants à l'American Library Association, l'association des bibliothécaires américains, ELA, qui a fait une levée de fonds en notre faveur, ce qui nous a permis de reconstruire ces bibliothèques. Dans le domaine des nouvelles technologies, nous avons pu informatiser notre bibliothèque et créer toute une série de modules de formation à distance via Internet, ce qui permet de former et de faire le suivi des activités des bibliothèques situées dans des zones éloignées d'accès très difficile. Après le séisme, bien que nous ayons été épargnés, mais dans la cour de Fokal, nous avons reçu près d'1 millier de gens du quartier qui avaient perdu maison et tout, et qui sont restés près de 3 mois, et que nous avons dû animer, nourrir, etc. Et la pression des jeunes, c'est un peu ce que disait Patrick, la pression des jeunes a été telle que nous avons rouvert bien plus tôt que prévu, parce que les jeunes non seulement voulaient lire, mais ils voulaient dire, ils voulaient verbaliser ce qui leur était arrivé et écouter aussi ce qui était arrivé aux autres, et dans cette reconnaissance, encore une fois, faire monde et ne pas se sentir isolé. Il faut donc investir dans les livres et faire au quotidien la promotion du livre et de la lecture, en tenant compte de la réflexion qui a été faite tout à l'heure, certainement. Cette croisade est nôtre. Est-ce pour cela que l'initiative prise par Bibliothèques sans frontières sur l'urgence de lire en situation de crise humanitaire a une résonance particulière pour moi, personnellement, et pour mes collègues à Fokal. Et je me sens d'autant plus concernée que c'est l'implication de BSF dans la situation post-séisme en Haïti qui a contribué à créer cette importante mobilisation autour de l'urgence de lire. Il faut saluer aussi l'approche privilégiée par BSF après le séisme en Haïti, de participer à la rencontre de tous les acteurs locaux concernés, publics et non publics, la Direction nationale du livre, la Bibliothèque nationale, Fokal, les éditeurs, les professionnels du livre, etc., et de s'engager avec eux dans la mise en œuvre du projet de bibliothèque numérique
à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, et des bibliotap-tap. Vous savez, les tap-tap en Haïti sont les petits minibus qui transportent les gens partout et qui sont décorés avec la créativité que l'on connaît dans ce pays. Donc les bibliotap-tap, des bibliothèques mobiles qui vont dans les quartiers populaires offrir des livres, revues, journaux, animations aux lecteurs et lectrices qui autrement n'y auraient pas accès. Mais il est quand même important d'évoquer également ce que Paul Ricoeur a appelé la rencontre entre le monde du texte et le monde du lecteur. Et c'est peut-être là que nous avons buté sur une grande difficulté, la difficulté de lire. Car s'il est absolument impératif de donner accès aux livres, et chez nous il y a un appétit réel de faire toujours et partout la promotion du livre et de la lecture, le pari est en même temps difficile lorsque les déficits de l'école et du système éducatif dans son ensemble ne favorisent nullement l'apprentissage de la lecture. Dans ces conditions, comment en faire une pratique incarnée? Seulement si l'action s'inscrit et se structure dans la durée. Est-ce pour cela que l'action urgente ne peut pas se penser seulement dans l'urgence, c'est-à-dire dans l'éphémère? Il faut qu'elle dure, puisque l'urgence elle-même s'étire dans le temps. C'est au cœur de ce paradoxe qu'il faut situer l'action, pour qu'elle ne devienne pas que pure routine sans effet. Et là aussi est toute la difficulté, car il faut des financements, on a entendu le représentant de la Croix-Rouge, pour tenir dans le temps. Et il faut tenir haut la flamme pour que les animateurs, animatrices eux-mêmes lisent et fassent lire. Je sais que BSF a le projet de créer une centrale du livre à l'intention des universitaires haïtiens. Je ne peux que l'encourager dans cette démarche pour qu'à ce niveau aussi se crée une masse critique de lecteurs et de lectrices de haut niveau capables d'irriguer les autres niveaux du système. Pour finir, mobilisons toutes les ressources susceptibles de se joindre à BSF, comme l'ont déjà fait tous ces écrivains et écrivains prestigieux, pour que la dimension intellectuelle, cognitive, culturelle, créative de tout être humain soit prise en compte dans les situations d'urgence, mais pas seulement dans les situations d'urgence, parce que les situations d'urgence continuent de se multiplier dans notre planète, pour que les institutions internationales en voient le bien fondé et se joignent pleinement à ce vaste mouvement. Je vous remercie. Merci beaucoup Michel pour ce témoignage à la fois très personnel et très porté vers l'action qui nous touche énormément. Et je voudrais maintenant introduire Eva Joly, que j'ai aussi donc connue sans la connaître. D'abord parce que Eva est connue en France et à l'étranger de par sa profession de juge, je dirais, très vite anti-corruption, qui a un impact, le combat contre la corruption a un impact évidemment énorme sur le développement. Et il y a un lien énorme entre, un potentiel énorme entre la réduction de la corruption et la possibilité du développement. Donc, comme Eva a aussi franchi le pas de la politique, elle s'est retrouvée, non pas par une sorte je dirais, de continuité intellectuelle, élue au Parlement européen, elle s'est retrouvée à la présidence de la Commission du développement, et je vois quand même un lien entre la profession et le combat passé et celui du présent. Et donc, comme nous considérons que, et Michel peut en témoigner, vient en témoigner, qu'entre le livre, la culture et le développement, il y a un lien consubstantiel. En situation d'urgence, comme en situation permanente, j'ai pensé qu'il était important qu'Eva vienne nous parler de ce sujet, de là où elle est, de là où elle a été, et de là où elle est à la présidence de la Commission du développement. Est-ce que tu me permets de faire une anecdote? Bien sûr. J'ai eu le bonheur et l'honneur de rencontrer
Eva Joly lorsque j'étais première ministre aux Journées européennes du développement à Stockholm. Et à un moment, on discute de choses extrêmement importantes et je lui demande, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a fait laisser le champ de la magistrature pour devenir député européen? Elle baisse un peu ses lunettes, me regarde et me dit tout de go, mais pour changer le monde. Voilà. Merci de cette double introduction. Voilà. Ah non, c'est vrai. Allez-y. Merci. Cher Michel, cher Patrick, mesdames, messieurs, c'est un grand bonheur pour moi d'être ici aujourd'hui, dans ce lieu d'abord remarquable, très français, de luxe, de calme, de volupté, et où le monde est harmonieux, où les auditeurs sont intelligents, bienveillants, souhaitent faire le bien. Il y a un tel contraste avec la barbarie en Syrie, en Libye, en Afghanistan. Je pense que lorsqu'on prend la parole, il est important de dire quelque chose de relativement unique et donc de dire d'où on parle, d'où est-ce que je parle moi. Je parle d'abord de la place de la petite fille que j'étais à Oslo dans les années 50, d'un milieu pauvre où les livres n'étaient pas courants, et la dette absolument immense que j'ai envers les bibliothèques publiques, sans lequel je n'aurais pas eu une ouverture vers le monde, vers les possibles, et mon horizon se serait limité aux usines qui entouraient l'endroit où j'habitais. Donc je sais, pour l'avoir vécu, combien les bibliothèques sont importantes. Ça, c'est peut-être ce qui me motive le plus pour être ici. La deuxième place d'où je parle, c'est en tant que présidente de la commission de développement, confrontée à l'impuissance devant les sinistres, les problèmes budgétaires. Nous gérons des flux d'argent. Nous gérons les dons les plus importants au monde. Et je parle alors d'une soixantaine de milliards d'euros pour les États membres et l'Union européenne d'aide au développement. Et l'aide humanitaire européen, qui est aussi très important dans le monde, c'est 1 milliard. Mais nous gérons la pénurie face aux besoins grandissants. Donc les budgets diminuent. Vous savez que c'est la bataille que le Parlement mène actuellement. Les égoïsmes nationaux l'ont emporté. Pour la première fois de notre histoire, le budget européen va diminuer. Et ceux qui financent cette réduction des dépenses, c'est en partie l'aide au développement et nous essayons de préserver l'aide humanitaire. Car 1 milliard de dollars pour intervenir en Syrie, pour toujours porter à bout des bras la Palestine, Gaza, c'est la moitié de notre budget, et faire face aux crises au Mali. On peut se dire, où est la place des bibliothèques? C'est vrai que dans un premier réflexe, on se dit que dans cette pénurie-là, et devant les catastrophes, peut-être que les caisses de livres, ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais ce n'est que parce qu'il y a des jambes coupées, des bras coupés, des catastrophes que Michel connaît bien. Mais à la deuxième réflexion, on se dit que le seul rempart contre la barbarie, c'est la culture et l'éducation.
Et c'est le troisième pilier sur lequel je me repose. Il y a le travail au sein de la commission, mais ça, c'est un travail bureaucratique, frustrant. Je travaille aussi en Afghanistan, pour le compte de l'ONU, dans une institution paritaire entre des Afghans et la communauté internationale pour essayer de lutter contre la corruption en Afghanistan. Et je peux vous dire que la barbarie, ce n'est pas simplement les talibans, ce n'est pas simplement les violences physiques. C'est aussi cette absence totale de repères qui fait que énormément de gens se disent « Qu'est-ce qu'il y a dans cette situation ici pour moi? Qu'est-ce que je peux gagner pour moi, ma famille, mon clan ?» Et ce qui fait qu'une grande partie de l'aide au développement et l'aide humanitaire qui a été déversée sur l'Afghanistan a disparu et se trouve aujourd'hui dans les paradis fiscaux, et notamment à Dubaï. Et personne ne s'attaque au problème du rôle de Dubaï dans le blanchiment de l'argent d'Afghanistan. Et en ce sens, voyez-vous, les paradis fiscaux, c'est un obstacle à la paix. Parce que quel est le sentiment de l'Afghan dans la rue qui a besoin de tout, de livres, de culture, de prothèses, de soins? Lorsqu'il voit que la communauté internationale, elle est là, mais elle s'enferme dans des compounds où ça coûte 20 000 € par mois, par personne, parce qu'on a peur que la nourriture qu'on achète au marché est empoisonnée et qu'on importe tout de Dubaï. Lorsqu'on regarde les 112 milliards donnés à l'Afghanistan, quel est le bottom line? Qu'a réellement bénéficié à la population? Je m'attache à pouvoir vous le dire l'année prochaine. Je voudrais établir le grand schéma des flux. Nous sommes en train de recoller tous les projets d'infrastructure. Et je peux vous dire que beaucoup de ces projets d'infrastructure sont absurdes. Les routes ne sont pas finies. Ils ont été construits sans concertation et a été le support d'une corruption énorme. D'un côté, vous savez ça, les infrastructures, quelques-uns ont été utiles, mais beaucoup ont été abandonnés en cours de route. De l'autre côté, vous savez tout l'argent donné pour les agences internationales. Et je le regrette de vous dire que même dans ces agences-là, il y a de la corruption. Nous avons pu établir que même dans ceux chargés de s'occuper des réfugiés, et il faut aller voir les camps des réfugiés autour de Kaboul, des déplacés internes, à quoi ça ressemble. C'est des trous dans la terre avec une bâche en plastique. C'est un robinet pour 1000 personnes. La communauté internationale, elle a fait des dons, elle a envoyé des tentes, des couvertures, des médicaments, mais une grande partie disparaît et n'arrive pas pour soulager la vie des gens. Nous avons fait une enquête sur Kabul Bank et c'est le plus grand scandale bancaire de tout le temps. C'est 900 millions de dollars détournés. Et 450 de ces millions se trouvent à Dubaï. Et lorsque nous envoyons une commission rogatoire internationale pour dire un tel, l'ancien joueur de poker qui a déjà été condamné en Russie, le frère du vice-président, seigneur de guerre, voilà leur numéro de compte, voilà l'argent qui s'y trouve, Dubaï répond qu'il ne coopère pas. Et c'est là où nous voyons notre responsabilité, n'est-ce pas? L'OCDE a le pouvoir de blacklister les Émirats unis, c'est le mot anglais qui sort dans ma tête, United Arab Emirates. Ils ont le pouvoir, comme ils ont le pouvoir de blacklister les autres paradis fiscaux.
et nous n'aurions pas de problème pour financer 1 million de dollars, 10 millions de dollars pour l'urgence de lire. Et donc, c'est une situation difficile. Et donc, pour préparer cette conférence aujourd'hui, j'ai voulu savoir quel était le montant de notre aide à nous, au sein de l'Union européenne, qui était dédié à la culture. Parce qu'avec vous, je pense que nous partageons cette idée que la culture, le théâtre, la littérature, c'est notre maison commune. C'est ce qui permet de construire l'avenir. Et j'ai trouvé des fonctionnaires très efficaces pour me dire que la Commission, elle, avait des outils de communication très performants et qu'elle utilisait des satellites et l'Internet. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, il n'y avait pas de ligne budgétaire pour la culture, dans l'aide au développement. Et pour l'aide humanitaire, non plus. Il n'y a pas de ligne budgétaire pour la culture. Alors, est-ce qu'il est important aujourd'hui de créer cette ligne budgétaire? Je répondrai sans doute pas, parce que nous devons changer notre façon de penser. Et je pense que Michel le sait bien que l'aide donnée à Haïti n'a pas été un succès total. Il y a le film, le documentaire de Raoul Peck, Assistance mortelle, qui montre que le gigantisme et l'opulence de la machine humanitaire n'ont pas empêché le dysfonctionnement de l'assistance et son impuissance à atteindre les objectifs fixés au départ. Pourquoi cela? Sans aucun doute, parce que là-bas, comme ailleurs, comme toujours, nous avons apporté notre culture, notre façon de nous organiser, de gérer les crises et de réfléchir à la reconstruction sans jamais ou mal intégrer les Haïtiens. Ce n'est pas à nous de dicter les choix et les alternatives. Dans le cadre des politiques de développement, l'un des facteurs de l'efficacité de l'aide est ce que l'on désigne sous le thème de l'appropriation de l'aide. Les bénéficiaires doivent eux-mêmes définir les domaines qui nécessitent un soutien de l'aide internationale au développement. Pourquoi ne pas faire de même pour l'aide humanitaire? Inversons notre mode de fonctionnement et par là même mettons un terme au dysfonctionnement de l'aide humanitaire. Faisons confiance aux acteurs locaux qui sont tout à fait capables de faire des demandes explicites aux donateurs, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont fait appel aux Bibliothèques sans frontières quelques jours seulement après le terrible séisme. Appuyons leurs initiatives, ne les inventons pas à leur place. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne me semble pas nécessaire de plaider auprès des instances internationales ou européennes pour ajouter une ligne budgétaire supplémentaire pour l'accès à la culture en temps de crise. Demandons aux populations de formuler leurs souhaits, demandons aux bailleurs de fonds de s'associer au plan des pays touchés, non d'imposer leur propre culture humanitaire. Lorsque les populations feront la demande des livres, de culture, de théâtre, il devrait être possible de réaffecter le fonds de l'aide au développement du Fonds européen de développement d'abord et les autres instruments d'aide au développement dont dispose l'Union européenne ensuite. Je parle donc du FED et du DCI pour les initiés, en fonction des besoins urgents et des demandes formulées par des populations tout à fait capables de s'organiser par elles-mêmes et qui n'attendent pas de nous autre chose qu'un coup de pouce supplémentaire, pas de penser pour eux leur mode de développement et gestion des crises. Et je ne vous cache pas que les obstacles à l'intégration de la culture sont nombreux,
surtout lorsqu'on constate l'absence totale de la culture dans la communication de la Commission européenne, accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne, programme pour le changement, c'est tout à fait nouveau, c'est notre nouvelle Bible, et la culture n'y est pas mentionnée. Par contre, je vais vous assurer du fait que vous pouvez compter sur moi pour promouvoir cette idée, que je vais commencer par partager avec les membres de la commission de développement. Et puis, je vous propose, Patrick, Michel, les autres, de venir au Parlement européen au début de l'année 2014, avoir un échange avec nous en présence de la commission pour pouvoir formuler très spécifiquement vos besoins et peut-être partager avec nous le premier succès de la box d'idées et de pouvoir ainsi avancer. Voilà. Et je pense que nous pourrions aussi lancer une initiative toute simple, c'est d'ouvrir dans toutes les bibliothèques françaises une collecte des livres par les citoyens où nous pourrions déposer les livres à l'intention des pays en conflit et des pays avec une urgence de lire. Donc, cher Michel, cher Patrick, je finirai mon intervention en citant Léopold Sédar Senghor qui disait qu'il avait toujours considéré que l'homme, c'est-à-dire la culture, était au commencement et à la fin du développement. À nous et à vous d'agir pour que la culture soit aussi au commencement et à la fin de l'aide humanitaire. Merci beaucoup Eva, merci beaucoup Michel pour avoir illuminé de vos réflexions. Alors, je lis vraiment franchement cette séance de clôture de ce colloque. Voilà, nous arrivons à la fin du colloque et donc c'est maintenant la séance véritablement de clôture où je vais demander à Jérémy et à Monsieur Blin de venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux pour cette séance de clôture que un représentant de la plus grande association, la plus importante association, l'IFLA, c'est International Federation of Libraries Association, puisse être présent parmi nous. Et nous travaillons au sein et avec l'IFLA depuis de nombreuses années. Et Jérémy participe très activement à plusieurs de ces programmes. Et vraiment merci Monsieur Blin d'être venu et de pouvoir dire quelques mots dans cette séance de clôture. Je vous remercie, Monsieur le Président de Bibliothèques sans frontières. Madame le Premier ministre d'Haïti, Madame la ministre chargée de la francophonie, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, Madame la présidente de la Commission de développement du Parlement européen, Madame Eva Joly, chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur tout particulier que Bibliothèques sans frontières accorde aujourd'hui à l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, en l'invitant à participer à cet important et remarquable colloque sur l'urgence de lire. Cet honneur est pour nous et pour moi d'autant plus grand que notre prise de parole intervient dans cette séance de clôture, faisant suite à celle de personnalités véritablement éminentes, hier comme ce matin. Au nom de Sinikka Sipilä,
la présidente de l'IFLA, je tiens à remercier chaleureusement Bibliothèques sans frontières pour cet honneur que vous nous faites et à vous féliciter pour le succès de cet événement qui, nous en sommes sûrs, au regard de la qualité de l'assistance, aura un impact réel sur les possibilités d'accès des populations aux livres et à l'information lors de situations d'urgence ou de crise humanitaire. Nos félicitations et remerciements vont tout particulièrement à Jérémy Lachal, directeur de Bibliothèques sans frontières, que l'IFLA est fier de compter parmi les premiers associés à son programme de développement de leaders internationaux pour les bibliothèques. À l'occasion de ce colloque, nous avons pu échanger autour de questions fondamentales telles que l'impact des technologies de l'information et de la communication dans l'accès et la circulation de l'information en temps de crise, le poids des projets socioculturels en situation humanitaire ou encore la dimension intellectuelle de l'être humain en situation de crise humanitaire. Nous avons pu découvrir les IDS Box développés par BSF qui promettent de devenir des outils indispensables de l'accès aux livres et à l'information, non seulement dans les trop nombreux camps de réfugiés de par le monde ou dans les zones frappées par des catastrophes naturelles, mais également, pourquoi pas, dans des lieux où de tels services, qui sont pourtant essentiels, manquent. Les enseignements que nous pouvons en tirer sont extrêmement riches et sources de réflexion essentielles, mais sont pour nous autant d'incitation à l'action et au soutien des programmes d'aide à l'accès à l'information et au savoir. Je salue ici notamment l'appel international lancé par BSF pour l'urgence de lire et lui souhaite de toucher le plus largement possible les responsables politiques, organisations et citoyens concernés par le sort des milliers de personnes souffrant dans les innombrables situations de crise et d'urgence que nous connaissons de par le monde. Le rôle des bibliothèques dans la prévention et la réponse aux crises humanitaires a été à de maintes reprises évoqué hier et aujourd'hui, et a fait l'objet même d'un atelier dédié hier après-midi. Nous avons pu découvrir les initiatives remarquables et exemplaires conduites au Chili après le tremblement de terre de 2010, au Japon après le tsunami de 2011, ou encore à New York après l'ouragan Katrina l'an dernier. Nous avons pu être impressionnés par le volontarisme de nos collègues afghans pour poursuivre, malgré des années de guerre, leur effort pour donner à leurs concitoyens un meilleur avenir via les bibliothèques. Et nous avons été touchés par l'expérience tragique de la bibliothèque de Gundam au Mali. Qu'il me soit cependant permis de revenir sur cette thématique afin de présenter l'action de l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques. Fondée en 1927, avec plus de 1500 membres associatifs, institutionnels et individuels dans près de 150 pays dans le monde, l'IFLA est le porte-parole des bibliothèques, mais aussi de leurs usagers, soit près de 2 milliards de personnes dans le monde. Elle est présente sur tous les continents, représente tous les types de bibliothèques, des plus grandes bibliothèques nationales aux plus petites bibliothèques dans les villages ou dans les écoles. Elle réunit chaque année, à l'occasion de ce congrès annuel, près de 3500 personnes, issues là encore de tous les pays du monde. Ayant le statut d'observateur auprès de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'IFLA est aux côtés du Conseil international des musées, du Conseil international des archives et du Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, membre fondateur du Comité international du bouclier bleu, organisation non gouvernementale dont la mission est d'œuvrer à la protection du patrimoine culturel du monde menacé par les catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Pour l'IFLA, la préservation du patrimoine est indispensable pour contrer le danger de perte d'identité des populations frappées par le malheur. En effet, ce qui doit rester lorsque l'on a tout perdu, c'est l'identité, dont la mémoire, la culture et l'éducation sont les principales composantes. Preuve de l'importance de cette question pour l'IFLA, celle-ci a fait de la reconstruction des bibliothèques après des catastrophes l'une de ses 5 initiatives clés pour la période 2011-2013 et de nouveau pour la période 2013-2015. Le projet principal conduit par l'IFLA dans ce cadre est l'élaboration d'un registre, d'une cartographie des risques, naturels ou provoqués par l'homme, pouvant impacter les bibliothèques et leurs usagers partout dans le monde. Le projet n'en est pour l'instant qu'à ses débuts
mais déjà des relations de travail se sont nouées avec l'ICOMOS, avec l'ICOM, avec le Conseil international des archives, afin de bénéficier de leurs expériences, de leurs réalisations dans ce domaine et de les associer à cet objectif très important. Ce projet de registre des risques a été présenté au Comité Mémoire du Monde de l'UNESCO en avril dernier et ainsi pu être discuté par ce Comité Mémoire du Monde lors de sa conférence annuelle à Séoul en juillet dernier. Je suis heureux de dire que la réception de ce projet par l'UNESCO en a été très positive et nous étudions aujourd'hui ensemble la manière dont l'IFLA et l'UNESCO pourraient travailler aux côtés des autres conseils internationaux du patrimoine à la réalisation de ce registre des risques. Ce projet s'inscrit pour l'IFLA dans le cadre de son programme international, ou de son programme fondamental, PAC, Préservation et Conservation du patrimoine. Par ce programme, l'IFLA dispose d'un réseau mondial de centres de compétences et d'expertise implantés au sein des principales bibliothèques nationales. Grâce à ce réseau, des actions de formation ont pu être organisées et sont organisées partout dans le monde afin de former les bibliothécaires non seulement à la préservation du patrimoine, mais aussi à l'intervention après les catastrophes. Au cours des dernières années, de telles formations ont ainsi été organisées, entre autres, au Bénin, au Brésil, au Chili, en Chine, en Italie, au Japon, au Liban, en Russie et naturellement en Haïti, où l'IFLA participe activement au pilotage de la reconstruction de la Bibliothèque nationale, par l'intermédiaire de ma collègue suisse Danielle Minchio, qui est présidente de la section préservation et conservation de l'IFLA et ancienne membre de son conseil d'administration. L'IFLA a également été associée étroitement à l'action de l'UNESCO pour la préservation du patrimoine culturel en Libye, ainsi que pour la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou. À travers ces réseaux d'expertise régionaux, ces relations avec les bibliothèques nationales, en Afrique et au Moyen-Orient par exemple, et sa collaboration croissante avec la Fédération des bibliothèques arabes, l'IFLA est apte et prête à agir concrètement pour sauvegarder le patrimoine documentaire et préserver le droit des peuples à accéder à l'information et à la culture. À cet égard, le rôle joué par l'IFLA pour défendre auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle un traité pour les exceptions et limitations aux droits d'auteur en faveur des bibliothèques et des archives est particulièrement important, en ce qu'il doit justement permettre aux livres de circuler, comme l'a dit M. Rondeau hier, et à chacun d'avoir accès à la culture et à l'information, au-delà des limitations et contraintes imposées par les réglementations commerciales, grâce à l'intermédiaire d'institutions dignes de confiance que sont les bibliothèques. Les bibliothèques sont des outils essentiels pour permettre ces accès à la lecture, à l'information et à la culture après des catastrophes ou lors de situations de crise humanitaire. Les bibliothécaires sont des personnes fortement impliquées au sein des communautés locales et sont des interlocuteurs en lesquels les citoyens ont confiance. Les bibliothèques sont des lieux où les personnes peuvent se retrouver et se reconstruire avant de reconstruire leur maison ou leur ville. Les bibliothèques sont également des acteurs majeurs du développement social et économique des pays. Strong libraries, strong societies. Des bibliothèques fortes pour des sociétés fortes. Tel est le thème de la présidence, de la nouvelle présidente de l'IFLA, Sinikka Sipilä. Depuis de nombreuses années, l'IFLA dispose d'un programme intitulé « Les bibliothèques pour le développement », par lequel elle mène des actions d'alphabétisation via les bibliothèques et encourage l'établissement de points d'accès à l'information dans les villages, par exemple en Afrique ou en Amérique latine. Grâce à ce programme, pour lequel nous bénéficions de soutien très important de la Fondation Bill et Melinda Gates, que je tiens à remercier ici, l'IFLA contribue également à la formation des bibliothécaires et à la construction d'associations de bibliothèques qui soient fortes et capables d'agir auprès de leur communauté. C'est le programme Building Strong Libraries Association, cité tout à l'heure par M. Horner de la Gates Foundation. L'IFLA est en parallèle un des membres fondateurs du mouvement mondial Beyond Access, aux côtés d'organisations telles que IREX, Eiffel et la Fondation Gates, mouvement visant à témoigner par des actions concrètes que, bien au-delà de simples points d'accès à l'information et à la culture, les bibliothèques sont des acteurs essentiels du développement économique et social des nations.
Les objectifs du millénaire pour le développement fixés par l'ONU en 2000 vont bientôt entrer dans une phase d'évaluation afin de fixer de nouveaux objectifs de développement pour l'après 2015. L'IFLA espère fortement que le rôle des bibliothèques pour le développement y soit expressément mentionné. Je suis à cet égard particulièrement heureux de constater que le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés soit l'un des premiers soutiens de BSF et des IDS Box. Cela me rend très optimiste quant à l'inclusion des bibliothèques dans ces objectifs de l'ONU pour le développement post-2015. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que les bibliothèques, l'IFLA, sont des partenaires naturels des organisations œuvrant pour le développement social et économique des nations, des ONG comme BSF qui travaillent à la sauvegarde des personnes et de leurs droits essentiels, en particulier l'accès à l'information et à la culture et à l'éducation, ainsi que des organisations internationales comme l'UNESCO ou l'ICOMOS, dont la mission est la préservation du patrimoine culturel mondial. Ainsi, les IDS Box de BSF sont une idée, et bientôt une réalisation, remarquable, que l'IFLA sera très heureuse et fière d'encourager et de soutenir. Vous évoquiez le besoin de relais sur le terrain pour ces IDS Box. Les centaines de milliers de bibliothécaires de par le monde sont autant de relais naturels pour ce projet, relais naturels dont l'engagement et l'enthousiasme permettront la réussite de vos projets. Nous vous invitons tous très chaleureusement à venir rencontrer ces bibliothécaires l'année prochaine lors de notre prochain congrès qui se tiendra à Lyon en août 2014. Vous pourrez y toucher des bibliothécaires de plus de 150 pays qui seront pour vous autant de partenaires potentiels pour l'avenir. Les bibliothèques sont une vraie force pour le changement et l'IFLA est un interlocuteur sur lequel vous pouvez compter. N'oublions pas, les bibliothèques fortes sont essentielles pour des sociétés fortes. Je vous remercie pour votre attention et souhaite le meilleur à Bibliothèques sans frontières. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, la parole est à Jérémy. Merci Patrick, merci Frédéric. Je pense que c'était important qu'on ait aujourd'hui la voix des bibliothécaires à travers le monde, à travers toi, et c'est un bel hommage que tu nous as rendu. Merci beaucoup. Patrick l'a très bien dit hier, quand on était intervenu en Haïti après le séisme, les gens nous ont demandé, vous pensez que c'est vraiment ça dont les Haïtiens ont besoin? Et pourtant, ce sont les Haïtiens qui nous avaient demandé, appelé pour venir travailler avec eux. Il y a maintenant quelques années, j'étais au Cameroun et je présentais un grand projet de centre culturel, pépinière d'entreprise, projet d'éducation, de bibliothèque. Un projet que nous portons avec un partenaire au Cameroun. Et j'étais devant un bailleur de fonds institutionnel international dont je tairai le nom. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Mais j'ai présenté le projet comme ça et je voyais bien que la personne en face de moi avait un œil un petit peu sceptique, suspect. Et à la fin de ma présentation, personne me dit « Mais dites-moi, jeune homme, parce que j'ai encore la chance de me faire appeler jeune homme, dites-moi, jeune homme, la culture, ce n'est pas du développement. » Alors la culture, c'est pas du développement, la culture, c'est pas une question d'urgence. Culture, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le problème qu'on a soulevé ce matin avec la question des clusters. On y reviendra peut-être un jour prochain. Mais effectivement, je crois qu'à travers ces 2 journées, nous avons apporté une réponse concertée, cohérente, multiple à cette question-là de oui, bien sûr, la culture, c'est important, à la fois pour le développement des hommes, des sociétés, mais aussi dans les situations les plus difficiles, dans les situations de catastrophe. On a eu plein d'exemples, Frédéric les donnait tout à l'heure, de ces bibliothèques en Afghanistan, au Mali, au Japon, aux États-Unis après l'ouragan Sandy, qui ont justement offert des espaces d'abord, ces espaces sécurisés, normalisés, pour réapprendre à vivre, pour s'informer, pour communiquer, pour simplement retrouver un petit peu de normalité. Nous avons aussi beaucoup parlé d'accès à l'information et je crois que c'est aussi une caractéristique essentielle de l'appel Urgence de lire et j'étais très intéressé de voir qu'au-delà de
de toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, et qui arrivent en masse dans l'aide humanitaire, dans les organisations, dans les ONG, et ben, que cette technologie, elle est aussi pensée pour redescendre et pour être appropriée par les populations. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, et je crois que ça a été répété beaucoup à travers ces 2 jours, de dire que ce n'est pas simplement des technologies pour les aidants, mais c'est aussi quelque chose qui doit être approprié et utilisé par les populations bénéficiaires, comme nous les appelons dans le langage humanitaire. On a aussi montré quelque chose d'intéressant. On a beaucoup parlé d'enfants, évidemment, et les enfants sont les premières victimes des conflits et des catastrophes naturelles. On a montré que l'éducation, la culture, l'information, c'était des données extrêmement complémentaires, qui ne s'opposaient pas. Alors parfois, évidemment, on a des bailleurs de fonds qui parlent plus d'éducation, qui parlent plus d'information, et qu'il faut parfois manœuvrer un petit peu pour trouver l'angle d'approche, pour justement les intéresser à nos actions. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que finalement, c'est quand on combine toutes ces approches-là qu'on peut construire des projets qui sont durables, qui sont inclusifs et qui sont intégrés. Alors évidemment, et j'ai bien entendu votre remarque, on a beaucoup parlé des Ideas Box, et il y a 1000 autres projets qui sont à l'œuvre, et je crois que cette conférence a permis de les mettre en lumière. On a entendu par exemple hier Clowns sans frontières, et qui font un travail remarquable sur le terrain. Et la Ideas Box, si vous voulez, est un projet parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que ce que nous avons essayé de faire à travers les Ideas Box, c'est de penser cette approche intégrée. Parce qu'il me semble que nous ne pouvons pas dissocier ces différents aspects, et que ce soit l'éducation, la culture, l'information, et que finalement ce sont les bibliothèques qui regroupent ces univers-là. On a entendu aussi quelque chose d'extrêmement intéressant ce matin, qui m'a beaucoup touché. Cette idée que les enfants aussi, et peut-être les enfants surtout, peuvent être source d'inspiration pour les adultes. Et je crois que cette idée est très belle. Elle est très belle dans des moments où justement les sociétés peuvent douter, peuvent être en difficulté, aussi de pouvoir de reprendre la liberté, la naïveté, la fraîcheur des enfants pour justement créer à nouveau, reconstruire, co-construire les futurs. Alors, j'ai noté quelques mots au fil de ces 2 journées: résilience, safe space, agency, empowerment, oh, que de mots anglais vous allez me dire, infoxication, alors je ne sais pas de quelle langue vient ce mot, mais je l'aime beaucoup, risque de rumeurs et de propagande, mais aussi créativité, culture évidemment, imaginaire, rêve. Je pense que c'est un beau mot pour la suite. Alors évidemment, vous allez me voir comme un jeune idéaliste qui a des rêves plein la tête, mais je crois que Patrick a utilisé tout à l'heure la notion d'optimisme de la volonté. Et je crois que c'est ça qui doit nous pousser, nous conduire maintenant. D'autant plus qu'il y a maintenant un petit peu moins de 8 mois, nous avons fait, juste après la sortie de l'étude de l'appel L'urgence de lire, nous avons reçu le soutien d'une agence de sondage, Opinionway, pour conduire une étude sur ce que pensent les Français de cette question. Comment les Français considèrent la question de l'accès à l'information et à la culture. Et je peux vous dire que les résultats ne sont pas très probants et qu'il y a encore du travail à faire. L'accès à l'éducation, enfants et adultes, est plébiscité comme un besoin prioritaire dans les situations d'urgence humanitaire, pour 95%. Tout aussi important que les besoins matériels immédiats, nourriture, logement, santé. Mais l'accès aux moyens de communication, à des lieux de rencontre ou encore à des activités culturelles apparaissent comme relevant du confort plutôt que de la nécessité de la priorité. Respectivement, seuls 13% pour les moyens de communication, 10% pour les lieux de rencontre et 7% pour les activités culturelles. 7% des Français donc jugent ces dimensions très importantes. 13, 10 et 7%. A contrario, 61% des Français y voient un aspect certes important, mais non prioritaire. Le rôle des bibliothèques dans ces situations d'urgence est jugé important, mais reste très peu compris en réalité. En France, les bibliothèques souffrent souvent d'une image classique, pour ne pas dire passéiste, associée à la seule offre de livres et de l'apprentissage scolaire. Elles seront en fait rarement perçues comme des lieux de rassemblement, d'échange, comme des espaces sécurisants, comme des espaces dynamiques, mobiles, comme des lieux d'accès aux nouvelles technologies, à l'information et à la communication. Alors effectivement, il faut changer ce que nous faisons à l'autre bout du monde, mais il faut aussi changer notre regard sur ce que nous avons ici.
Et il faut évidemment faire évoluer le métier de bibliothécaire, la façon dont on accueille le public dans nos bibliothèques, mais aussi de la façon dont simplement les Français, pour parler que d'eux, conçoivent nos propres bibliothèques. Le chemin est encore long, vous l'aurez compris, pour convaincre l'opinion et la nécessité d'accéder à la lecture, à l'écriture, aux moyens de communication en situation d'urgence humanitaire. Et je pense quand même qu'il faut le dire une dernière fois, que ce formidable outil que sont les bibliothèques peuvent remplir cette mission essentielle dans les situations les pires à travers le monde. Nous avons besoin de votre soutien pour tout ça, nous avons besoin de votre soutien pour continuer, et je remercie du fond du cœur Michel Pierre-Louis, Eva Joly pour justement les appels qu'elles ont lancés aujourd'hui pour soutenir cette mobilisation dans le long terme. Car si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, c'est bien pour préparer la suite. Alors, simplement, pour conclure, j'aimerais vous dire quelque chose d'un tout petit peu plus personnel. Vous dire la fierté que j'ai de diriger aujourd'hui Bibliothèques sans frontières. Pas simplement parce que nous faisons des programmes qui me plaisent, qui m'intéressent, mais surtout parce que nous avons une équipe absolument fantastique et que je travaille avec des gens d'une très grande qualité. Alors, je vois qu'au fond de la salle, il y a Bauke Kistemaker et Shari Hammond. Shari, avant que tu partes, j'aimerais vous rendre un hommage à toutes les deux. Shari, est-ce que tu peux revenir? Shari et Bauke. Shari et Bauke, ce sont les deux personnes qui nous ont aidés l'année dernière à lancer l'appel L'urgence de lire et ont coordonné toute la gestion de l'appel, du plaidoyer après l'appel. Et elles ont envoyé un certain nombre de courriers à l'ONU, aux organisations internationales, aux chefs d'État, au ministère des Affaires étrangères de tous les pays. Et je crois qu'on peut les applaudir très fort. Merci Valérie. J'aimerais aussi rendre un hommage particulier à Alexandra aussi, qui est au fond de la salle. En fait, je vais demander à toute l'équipe de BSF et à tous les bénévoles de bien vouloir venir ici devant pour qu'on vous voit tous et qu'on vous applaudisse. Merci vraiment pour tout ce que vous avez fait. Je crois qu'on a eu un colloque de grande qualité. Marine Louvigny qui a coordonné ce colloque, Alexandra Penley qui est le chef d'orchestre de tout cela, Eve Sommier qui s'occupe de la communication, Florian qui s'occupe de tous nos discours. Merci beaucoup. Vous le voyez, nous avons une équipe très jeune et dynamique et nombreuse. Nous avons tous les bénévoles aussi qui nous ont aidés pendant ces 2 jours. Merci à vous, merci beaucoup. Et je dirais quand même un mot tout particulier à Anna, je ne sais pas où elle est, Anna, avec Anna Soravito qui est la directrice des programmes de BSF et avec qui on fait la route depuis maintenant 6 ans. Et voilà, un bel hommage. Merci Anna. Alors merci aussi aux interprètes qui, je crois, je n'ai pas été celui qui, je crois, ont fait un travail. Tous les témoignages qui nous ont été donnés de ceux qui ont eu besoin de leur travail ont dit qu'ils avaient fait un travail formidable. Donc merci aux interprètes. Et moi aussi, je voudrais, en tant que président de Bibliothèques sans frontières, d'abord remercier Jérémy Lachal, avec qui j'ai fondé l'association il y a 6 ans. Et je vous en dirai quelques mots dans quelques minutes. Et toute l'équipe des salariés, toute l'équipe des volontaires, Éric Paris, qui est notre nouveau directeur aux États-Unis, notre représentante, j'oublie ton nom parce que Francine, qui est au Canada. Donc nous nous développons. Merci à tous et merci à vous tous les participants à ce colloque. Merci à tous les partenaires qui nous ont aidés à construire ce colloque. Et je vais maintenant vous dire quelques mots
de conclusion, cette fois-ci définitive. En écoutant Eva et Michel dire leurs témoignages personnels et intellectuels et professionnels, je me suis, et en étant un peu perturbé, je dois dire, par le panel que j'ai animé tout à l'heure, par certaines sensations de pessimisme ou des obstacles qui sont devant nous, je me suis remémoré justement la fondation de l'association. Car je dois vous dire que je n'avais pas envie de créer cette association. J'avais une certaine frustration à plusieurs titres. D'abord, en tant qu'amoureux de livres, lecteur, je n'en avais trop chez moi et je ne savais pas quoi en faire. Et la ville de Paris ne m'offrait pas les moyens de récupérer mes livres. Ensuite, en tant que spécialiste des questions d'immigration, il m'était arrivé de voyager et notamment d'aller à l'invitation de Christian Conan au Mali, à plusieurs reprises. Et je me souviens d'un témoignage terrible. C'était le fils du réceptionniste d'un hôtel que le réceptionniste m'avait demandé de rencontrer. Son fils était étudiant en droit et il voulait venir en France faire ses études. Je l'ai reçu et je dois vous dire franchement, je me suis dit, je ne peux pas appuyer cette demande. Mais je lui dis, pourquoi vous voulez venir en France? Il me dit, monsieur, nous avons des professeurs, nous avons des bâtiments, mais nous n'avons pas de livres. Et je pense que quand on pense en Haïti, les étudiants haïtiens pourraient dire ça. Nous avons des professeurs, nous avons des bâtiments, mais nous n'avons pas de livres, jusqu'à ce que nous commencions à intervenir. Mais je dirais que c'est la situation dans beaucoup de pays. Et donc, j'ai été voir la mairie de Paris. Je ne veux pas dire qui. C'était dans le cadre d'une réunion sur le développement durable. Je pense à Eva. Je disais, mais donner des livres en Afrique, en Haïti, c'est participer au développement durable. Parce que si ces livres ne sont pas détruits et ont une nouvelle vie, eh bien, c'est un bien pour le développement personnel des gens, que ça va aider à tout ce qu'on a dit depuis 2 jours, mais aussi du point de vue du combat des écologistes et du développement durable et de l'écologie, ben, ça évite la destruction, la fumée, la pollution, etc. J'ai dit, pourquoi vous ne faites pas des boîtes à livres dans les mairies? Je leur ai dit. Bon, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoutons, moi, je n'avais pas très envie, je suis universitaire, je continue de l'être. J'ai mis une annonce sur Internet, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jérémy, je m'arrête là. Au départ, il a refusé l'offre, et puis après, il est revenu, et puis ça, voilà, on a démarré. Et donc, je me dis, c'est pareil pour cette idée que la dimension intellectuelle de l'être humain doit faire partie des priorités des organisations internationales et des gouvernements. Aujourd'hui, on a le scepticisme, eh bien, demain, on aura ce qu'on a entendu hier à la mairie de Paris, c'est eux qui nous ont dit, maintenant, les livres, les boîtes de livres, on n'en a que 6, 106 mairies, il en faut dans 20, ils s'étaient approprié l'idée. C'est devenu leur idée. Eh bien, moi, je peux vous dire, je le dis très sincèrement, cette idée que nous avons eue, quand je vois la force qu'elle a, c'est-à-dire les écrivains qu'elle a mobilisés, je pense au témoignage de Bernard Pivot, qui a signé l'appel, et qui a dit « J'ai lu, et tout d'un coup j'ai réalisé, mais que c'était une évidence. » Les gens ne réalisent pas, parce qu'ils n'y pensent pas, que dans les situations d'urgence, on n'a pas pensé à cette dimension intellectuelle de l'être humain. Mais quand ils lisent l'appel, pour eux, c'est une évidence. Eh bien, moi, je pense que grâce à vous, cette idée deviendra irrésistible. Je pense que nous vaincrons tous les obstacles. Je pense que nous convaincrons toutes les organisations, tous les gouvernements, et que dans 10 ans, ils diront que c'était notre... Ils se seront appropriés l'idée, et que dans les priorités de l'ONU et des grandes organisations, eh bien, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça ira de soi, et ça fera partie d'un des clusters de leur activité. En tout cas, c'est à cela que nous voulons contribuer. Nous voulons y contribuer grâce aux idées à box, et nous vous appelons tous ceux qui sont ici à nous donner vos idées, à nous permettre d'améliorer le produit, etc. Mais nous voulons que de ce jour naisse un réseau d'action pour que l'idée, pas l'idée à box, l'idée elle-même, que la dimension intellectuelle de l'être humain fasse partie
des priorités de toutes les grandes organisations internationales. Nous connaissons tous et toutes des gens importants, des gens puissants, des associations, des fondations, des gens qui sont dans les gouvernements et qui sont dans les parlements, etc. Je vous demande de créer cette chaîne d'action, cette chaîne de volonté pour que cette idée, dans 10 ans, elle soit devenue une évidence. Merci à tous. Merci à tous. Je vous rappelle simplement que si vous voulez revoir les échanges et les débats, tout a été filmé de façon très professionnelle pendant ces 2 journées par l'équipe de Street Press et sera disponible sur le site internet de l'Urgence de lire. Merci beaucoup.